Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce 23e webinaire du réseau Rappel, qui sera consacré aujourd'hui à un sujet plutôt technique, puisqu'on va voir avec Patrick Gachet, qui est le directeur technique à l'Agence locale de l'énergie et du climat d'Indre-et-Loire, une série d'outils, de mesures qu'on peut utiliser pendant les visites à domicile, avec des petites démonstrations en direct à l'appui. Merci beaucoup Patrick d'avoir accepté de faire cette présentation aujourd'hui. Sur les aspects un peu organisationnels, donc comme d'habitude, on va laisser Patrick Gachet dérouler sa présentation pendant environ 30 minutes. On sera gardienne du temps, Claire Bally qui coanime le réseau et qui est connectée, et moi. Et puis à l'issue des 30 minutes, on prendra vos questions et vos réponses par écrit dans le petit onglet de conversation qui est situé en bas à gauche de l'écran. N'hésitez pas à poser vos questions en cours de route, si jamais elles vous viennent, pour pas les perdre, sachant que Patrick, on lui a demandé de ne pas s'intéresser à vos questions pendant le déroulé de sa présentation pour pas que ce soit perturbant. Et Claire et moi, on les regroupera ensuite par thématique et on les transmettra à l'oral à Patrick Gachet, qui y répondra. Donc voilà, vous pouvez envoyer vos questions pendant la présentation et puis bien sûr à l'issue de la présentation, pendant les 30 minutes qui seront dédiées aux questions et aux réponses. La réunion est enregistrée, donc elle sera mise en ligne dans les plus brefs délais si jamais il n'y a pas de souci technique. Et si jamais il y a un souci technique, le plus embêtant étant que Patrick soit déconnecté, et ben on reste tous en ligne puisque on restera tous connectés même si jamais il y en a un de nous qui part. Et puis on attend Patrick que tu te reconnectes tranquillement, ça prend 1 minute, voilà, il n'y a pas de problème. Voilà, voilà, je crois que j'ai fait le tour et donc je vais te laisser tout l'écran disparaître et puis je te dis à tout à l'heure. Bonne présentation et bon Merci, webinaire à tout le monde. Marie. Bonjour à tous. Alors, tout d'abord, je vous représente le sommaire. Donc, effectivement, le but, c'est de présenter un maximum d'outils et d'instruments qui servent ou qui peuvent être utilisés pendant les visites ou les pré ou les diagnostics. On essaiera, enfin, j'essaierai en même temps que je présente les outils de façon visuelle de citer quels apports, enfin les apports que peuvent vous amener ces outils, l'importance des données collectées, c'est-à-dire comment on peut au mieux les utiliser, quel est l'intérêt, hein, en chapitre 4, je le ferai un peu à part, qu'est-ce que les nouvelles technologies permettent en suivi de consommation. Je vais d'abord présenter des outils qui permettent dans un diagnostic, on va dire, de matérialiser des états qui sont pas si simples que ça. Par exemple, l'étanchéité à l'air. Donc nous, je dis nous, hein, les collègues aussi de l'ALEC utilisent ces petits instruments pendant d'autres diagnostics, hein, notamment auprès des communes, entre autres les CEP. Donc ce petit crayon, tout d'abord, hein, je ne sais pas si je le mets là au centre, qui est tout simplement comme un gros critérium qui est muni d'une mèche et qui permet, quand on l'allume, de laisser filer de la fumée et ça va permettre de bien matérialiser. Donc on fait une photo ensuite avec le portable des problèmes d'étanchéité, hein, c'est-à-dire que la fumée va passer très rapidement au travers tous les trous, les joints défaillants. Ça permet vraiment de bien matérialiser. On peut garder les photos, effectivement, les soucis d'étanchéité qu'on peut avoir sur les ouvertures, les menuiseries, les portes et autres. Donc ça, c'est un premier outil. Le second qui est souvent utilisé, alors je vais en montrer plusieurs, ce sont ces petits thermomètres laser, hein, je ne peux pas l'allumer à l'écran, quoique, si on le voit, qui permettent tout simplement, rapidement, par des visées, d'obtenir des températures de parois, par exemple, de plancher. Alors c'est très utile parce qu'on peut tout de suite noter les températures qu'on relève et pouvoir ensuite s'en servir dans les bilans pour indiquer, par exemple, que des parois sont extrêmement froides et donc occasionnent des déperditions importantes au niveau du bâtiment. Donc bâtiment qui serait forcément, si toutes les parois sont très froides, difficile ou relativement difficile à chauffer. On peut utiliser aussi ce petit thermomètre pour la même cause, si je puis dire, qui est un thermomètre de paroi qu'on va appliquer donc ici sur la paroi et qui nous permet aussi de lire rapidement une température qui va nous permettre de diagnostiquer, si je puis dire, d'indiquer que les parois sont extrêmement froides, donc certainement peu ou pas isolées, et donc on va dire d'argumenter mieux le bilan ou le diagnostic qu'on fait. Alors, ça, pour la partie température, on a aussi souvent besoin d'un outil qui nous permet de caractériser rapidement la température des ballons
d'eau chaude qui sont hélas souvent réglés beaucoup trop fort et qui occasionnent énormément de surconsommation. Donc ce petit thermomètre à eau chaude, hein, qui d'ailleurs se trouve aussi dans les magasins alimentaires, hein, puisqu'on s'en sert pour la cuisine, va permettre effectivement tout simplement en le plongeant dans un bac où on a fait couler de l'eau bouillante, de repérer si le ballon est approximativement bien réglé ou réglé d'une façon complètement déraisonnable, ce qui occasionne, je le rappelle, des surconsommations. Donc avec ce genre d'outils, tous ces outils, bien évidemment, là je le dis en même temps, on les utilise toujours en faisant participer les personnes à qui on rend visite. C'est-à-dire qu'on les rend acteurs de la recherche qu'on fait. On cherche les causes du problème ensemble et on cherche ensemble à détailler ce qui peut poser problème dans le logement ou sur les équipements. Donc ça, c'est très important. Moi, il m'arrive souvent de faire utiliser cet appareil aux personnes directement pendant que moi, j'en utilise un autre, par exemple, et de recopier ensemble les valeurs qu'on trouve sur un brouillon ou un futur rapport. Alors pour la température, on a ensuite un outil alors assez fabuleux, je trouve, qui va permettre de lire et d'enregistrer la température. Donc ça se présente sous forme de clé enregistreuse, comme une grosse clé USB. Je ne sais pas si on voit aussi bien qu'on m'entend. Donc aujourd'hui c'est assez connu. C'est un produit qui existe depuis assez longtemps. Cette clé, on va tout simplement la paramétrer soit avant la visite sur un ordinateur portable, soit pendant la visite, et on va lui demander d'effectuer des points de mesure sur un pas de temps qu'on choisit, hein, qui peut être une demi-heure, une heure, moins je le déconseille parce qu'après on ne voit plus rien. Et quand cette clé, on va la récupérer après une période, on va dire d'une semaine ou 15 jours ou 10 jours, on va pouvoir récupérer en présence de la personne les données. Alors je vous invite à regarder le slide numéro 3. On récupère, en important sur l'ordinateur le contenu de la clé, ce genre de tableau. Alors là, il n'est pas actif, hein, parce que j'ai capté une image PDF, mais quand on balade de nouveau la souris sur les graphes, on a en bas un histogramme, c'est-à-dire qu'on va savoir à quelle heure la température, à quelle heure correspondait telle température et tel degré d'humidité. C'est les deux points surtout qu'il faut retenir. Donc ça permet de travailler tout de suite pédagogiquement, si je puis dire, avec la personne, hein, qui nous a demandé une visite, qui s'est manifestée, en ce sens qu'on va pouvoir regarder en fonction des heures si déjà, je sais pas, le thermostat est bien réglé, ou si au contraire, malgré le chauffage, il fait toujours très froid. Ça peut être une indication intéressante, ça veut dire qu'en gros, on va prouver tout simplement avec la personne qu'elle aura toujours du mal à chauffer son logement. Moi, c'est assez fréquent, hein, sur les diagnostics que j'établis. Et il y a une corrélation, enfin, il est facile de corréler avec le degré d'humidité. Donc, on va pouvoir, comme ça, en observant à la fois l'heure qu'il était, la température qu'il faisait et le taux d'humidité, on va pouvoir voir si, par exemple, la prolifération d'humidité peut avoir un lien avec une mauvaise utilisation, par exemple, mauvaise utilisation, c'est pas le mot, mais une utilisation inadaptée, par exemple, au niveau du séchage du linge, c'est-à-dire, par exemple, les portes qui sont fermées, ou un excès de condensation dans une pièce, ou un défaut de ventilation. On peut voir énormément de choses et aborder la question directement avec l'occupant du logement à qui on rend la visite. Il existe le même type de clé munie, il en existe plein en somme, hein. Je ne vais pas toutes vous les montrer. Vous voyez celle-ci qui est munie d'un cordon avec une sonde K. Ça nous permet, en plaquant la sonde sur le mur ou sur un tuyau, de mesurer directement la température et de l'enregistrer, par exemple d'un tuyau de chauffage à un départ ou un retour, si on a besoin d'aller un petit peu plus loin dans l'analyse qu'on fait. Bon, ce qui est quand même relativement rare, sauf peut-être sur des chaudières chauffage central. Un autre outil qui est... alors je m'excuse, je suis obligé de bouger un peu parce que je recherche mes outils. Les outils qu'on utilise beaucoup ensuite, qui vont être plutôt autour de la ventilation, c'est-à-dire comment rechercher des problèmes au niveau de la ventilation. Donc on va tout d'abord vérifier que le système fonctionne. Avec ça, on peut utiliser tout simplement un petit anémomètre, hein, qui est simplement un anémomètre basique. Simplement, s'il tourne et qu'il affiche une certaine vitesse ou une certaine quantité,
enfin de volumeur, on va dire qu'on va considérer que le système de ventilation fonctionne tout du moins à l'aspiration, mais ce n'est pas très précis. Par contre, si on a besoin de déterminer le volume exact, le débit de la ventilation, on peut utiliser ce type d'appareil. Alors je vais le montrer d'une façon assez générale, puisque ça se présente avec un grand cône et muni à l'arrière forcément d'un anémomètre et d'un compteur. Et là, on va, puisque le système va être plaqué sur la bouche de ventilation, on va pouvoir réellement connaître le débit du système de ventilation ou de la bouche de ventilation. Donc ce système, après, nous permettra d'intégrer dans la note ou le rapport l'efficience ou non du système de ventilation, savoir si à l'occasion de travaux, quelquefois on indique, on prescrit, il sera important de faire revoir ou tout simplement de faire réparer la ventilation. C'est quand même plus précis que le bon vieux papier toilette, donc qui lui nous permet juste d'indiquer si, on va dire, la ventilation fonctionne ou pas. Donc là, on arrive sur les débits. Bon, il y a souvent énormément de problèmes de débit, donc c'est un outil quand même qu'on utilise assez souvent, surtout quand on préconise une rénovation assez globale du logement, où là, il faut quand même être assez précis. Il y a des outils aussi qui peuvent directement être prêtés aux occupants. On utilise par exemple, d'ailleurs les conseillers Info Énergie chez nous sont en train de fabriquer, enfin de préparer des kits, ce genre de petites stations et une sonde extérieure qu'on va placer ou dehors ou sur un mur, qui va nous permettre de rapatrier plusieurs données, donc la température intérieure, la température extérieure et aussi le taux d'humidité. Donc ça, de nouveau, c'est important. Ça permet directement à la famille ou à l'occupant de suivre d'assez près ce qui peut se passer dans sa maison, dans son bâtiment. Et petite option, elle indique aussi le taux de CO2, on va en reparler tout à l'heure, bon, ce qui permet aussi quelquefois de pouvoir se poser des questions sur l'efficacité ou non du système, entre autres de VMC, de ventilation. Voilà. Pour la qualité de l'air, on a aussi souvent recours, et ça, il faut l'utiliser de façon très pédagogique, et étant donné la zone de danger, on est prudent, on a recours très souvent à ce petit détecteur, qui est un détecteur de monoxyde de carbone, hein, et donc on l'utilise très souvent quand les logements des personnes sont équipés de systèmes de chauffage individuels au bois ou de systèmes qu'on pressent relativement défaillants. Bon, il a une valeur très pédagogique puisqu'il indique directement le taux de monoxyde, le nombre de ppn à ne pas dépasser, puisque je rappelle, bon, c'est un gaz extrêmement dangereux, qu'il est donc important. Donc la preuve, il sonne dès qu'on dépasse la dose fatidique, si je puis dire, donc c'est un effet pédagogique intéressant. D'autres appareils d'ailleurs sont munis de systèmes d'alerte, ce qui est assez intéressant, puisque les personnes sont relativement sensibles à ce qui peut se passer. Celui-ci, par exemple, j'en reparlerai plus tard, bon, c'est un testeur de CO2 uniquement, donc dioxyde, et il affiche effectivement le taux de CO2. Il peut l'enregistrer aussi, on peut récupérer les données, mais surtout, il a aussi la possibilité de fonctionner avec une alerte. Il y a un problème de luminosité. Il a la possibilité de fonctionner avec une alerte, c'est-à-dire qu'encore une fois, on va caler, par exemple, un seuil qui est, par exemple, un taux de CO2 assez limite à ne pas dépasser. Il se mettra à sonner, ce qui peut indiquer un défaut, on va dire, de ventilation, une insuffisance de système de ventilation ou autre. Voilà pour la. Alors, quand les espaces sont assez compliqués à accéder, on a aussi recours à ce petit système d'anémomètre, hein, qui est un anémomètre à fil chaud, qui permet quand même de faire des mesures relativement précises du débit de ventilation, mais comme il est télescopique, il permet d'atteindre plus facilement les bouches de ventilation dans les espaces réduits assez souvent. Voilà pour les appareils, on va dire, qu'on utilise en visite à domicile, qui nous permettent de diagnostiquer et d'aider les personnes à matérialiser une problématique. Alors j'insiste sur ce point, il est vrai que quelquefois, ne serait-ce que pour l'humidité, il faut vraiment aller jusqu'à ce que ce soit écrit, matérialisé, pour que la personne puisse prendre conscience qu'elle vit dans un espace, par exemple, qui est insuffisamment ventilé, qui est trop humide, donc relativement froid, voire frigorigène,
et qui est aussi générateur d'autres problématiques liées à la santé. Euh, pour la partie, on va dire, mesure un peu plus, on va dire, new technologies, alors il y en a un qu'on utilise depuis longtemps, moi, que je trouve intéressant, en ELEC, qui permet de rapidement aider les personnes à matérialiser une problématique sur les dépenses énergétiques, c'est le bon vieux wattmètre, euh, on va dire individuel, hein, puisqu'on doit le connecter entre l'appareil qu'on soupçonne ou qu'on incrimine ou pas d'ailleurs, qu'on veut surveiller, et l'alimentation électrique. Bon, pourquoi il est très pédagogique? Parce qu'il suffit de le mettre soit sur une valeur qui est connue par les gens. Le kilowattheure, je le répète, ne l'est pas toujours, donc moi j'ai plutôt tendance à les mettre en euros. Et la personne peut, puisqu'on lui prête, le surveiller elle-même, c'est-à-dire qu'elle-même va, en connaissant les valeurs moyennes de la consommation de l'appareil, va pouvoir surveiller directement l'appareil. Et moi, très souvent, aujourd'hui, on fait simple, c'est-à-dire qu'on place les appareils ensemble et la personne me communique par SMS les résultats qu'elle a trouvés sur l'appareil, ce qui fait qu'à la limite, la décision elle est prise avant que j'ai eu l'occasion de soit me redéplacer, soit qu'elle ait eu l'occasion même de me rapporter les appareils. C'est-à-dire qu'elle a compris directement où était le problème, hein, puisqu'on lui a donné des valeurs on va dire, moyennes de consommation, par exemple. Donc elle a tout de suite détecté le problème. Alors aujourd'hui, la consommation électrique, c'est extrêmement fréquent qu'on ait besoin de les mesurer. Pourquoi? Parce que y a un seul compteur, je le rappelle, sauf que tous les appareils sont reliés au même compteur et les personnes n'ont pas toujours on va dire des facilités pour identifier le ou les appareils qui peuvent être générateurs de surconsommation ou de consommation anormale. Alors, il y a plusieurs systèmes qui sont utiles. Je ne pourrais pas tous les montrer hein, parce qu'on a quand même peu de temps. Il y en a un en particulier qui est quand même très pédagogique. C'est ce petit système, c'est-à-dire qu'on va aller alors fixer un anneau ampère métrique sur la phase, c'est-à-dire sur le fil qui alimente par exemple l'éclairage de la maison ou le ballon électrique ou autre, c'est-à-dire sur la phase. Pour ça, détail, il faut à minima être habilité hein, électriquement. Donc il y a une habilitation qui est ce qu'on appelle l'habilitation BE mesure, hein, qui est, on va dire, obligatoire. Alors il faut une formation et il faut que l'employeur ensuite habilite le salarié ou la personne habilitée à faire les visites. Donc je termine cette pince est reliée à un petit répétiteur, hein, c'est-à-dire un transmetteur qui va lui envoyer les données et on va récupérer toutes les données, c'est-à-dire la famille va récupérer, nous seuls, toutes les données sur cette mini-station. C'est-à-dire qu'on va avoir la consommation, l'heure et tout. Donc ça permet rapidement, encore une fois, de matérialiser une conso qui n'est pas si évidente que ça à matérialiser autrement parce qu'elle peut être groupée. Hein. Donc on va là pouvoir la lire, la regarder, la surveiller, l'enregistrer. Ça permet même de faire des courbes si ensuite on a besoin un peu de travailler le sujet par la suite. Il y a d'autres systèmes du même, on va dire du même acabit, j'en ai oublié un, ce sont de mini-prises comme celle-ci, qui vont pouvoir s'intercaler au nombre de 5 entre chaque appareil qu'on veut surveiller dans la maison. Et ces prises vont pouvoir être reliées à une petite télécommande, comme ceci, petite télécommande qui va pouvoir recevoir les consommations de chaque prise qui a été intercalée. Donc on va pouvoir, grâce à ça, surveiller plusieurs appareils et pouvoir faire un petit bilan sur la consommation, par exemple, des appareils électroménagers ou des appareils de vidéo ou médias. Donc c'est un outil qui est pratique. Nous, on l'a intégré dans des valises qu'on prête. On a la possibilité de prêter aux familles et donc elles font elles-mêmes souvent les manipulations et donc peuvent en tirer, on va dire, les conclusions qui s'imposent avec nous, bien sûr, si c'est nécessaire. Alors, concernant, j'ai oublié tout à l'heure, un autre appareil qui est quand même souvent nécessaire d'utiliser, c'est ce qu'on appelle un hygromètre de paroi. On a quand même souvent besoin de travailler cette question de bâtiments qui sont souvent un peu vétustes ou qui n'ont pas été correctement ventilés, pas suffisamment isolés, construits avec des matériaux anciens souvent où certaines erreurs avaient été commises au départ. L'appareil ici va permettre de piquer directement, par exemple en pied de mur ou dans la paroi et d'indiquer quand même
un taux d'hygrométrie qui va pouvoir permettre de prendre on va dire, les bonnes décisions. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit traiter le mur? Comment on va permettre à la fois de laisser migrer la vapeur, isoler le mur ou tout du moins entreprendre une rénovation plus globale. Donc les valeurs, encore une fois, on les recherche ensemble. Moi, il m'arrive souvent de prêter ces outils aux familles. Elles relèvent les valeurs elles-mêmes et ensuite elles nous les communiquent. Et donc on travaille ensemble ensuite à la suite qu'on va donner au dossier, si je puis dire. Avant d'attaquer les appareils, on va dire, haute new technologies, comme disait Marie, un outil qui est pratique puisqu'il indique 3 données en même temps. C'est ce qu'on appelle, nous, on mesure alors je cherche le Q-Track. Hein, c'est un appareil donc, avec un boîtier électronique et au bout une sonde avec plusieurs capteurs internes, hein, qui sont d'ailleurs protégés. Hein, ils sont fragiles. Alors cet appareil, il va pouvoir à la fois récupérer une température ambiante, un taux d'hygrométrie et un taux de CO2. Hein, c'est-à-dire, encore une fois, 3 éléments qui, pour nous, en visite, sont extrêmement importants. On peut tout de suite, ces éléments-là, les répercuter, les donner aux familles et pouvoir ensuite en tirer les conclusions qu'on a à en tirer quand on fera un projet ou de rénovation ou de recherche de diminution de consommation, par exemple, de chauffage ou d'énergie. Voilà. Pour la dernière partie, liée aux nouvelles technologies, il est important aujourd'hui d'avoir du recul, de pouvoir suivre ces consommations et quelquefois quand même de pouvoir le suivre dans la durée. Donc on utilise un appareil qui ressemble étrangement à ce qu'on a vu tout à l'heure, hein. C'est-à-dire que on a une pince ampère-métrique, encore une fois, qu'on va aller fixer sur la phase des équipements concernés. Alors, quelquefois, ça nécessitera d'accéder au minimum au tableau électrique pour aller pincer, comme on dit, les phases concernées. Mais quelquefois, on peut utiliser aussi ce petit outil, c'est du bricolage. Hein. Tout simplement, si on veut mesurer un seul appareil avec ce système, on va tout simplement utiliser une rallonge où on a ressorti les câbles qui la composent et on ira mettre la pince sur la phase, hein, qui est ici rouge, hein, qui permettra comme ça d'être sûr qu'on mesure bien l'intensité consommée par l'appareil. Ensuite, ce système est relié à soit un répétiteur, soit à ce genre de boîtier qui est alimenté, hein, c'est un boîtier électronique. Et ce boîtier, ensuite, on va pouvoir lui-même le relier à soit une Wi-Fi, hein, si par exemple la famille est équipée de Wi-Fi, soit une box, soit même dans les cas chez nous, alors surtout en milieu rural, à ce genre de clé, hein, qui est une clé 3G qui permet de transmettre les données à distance. Et l'avantage, je montre, c'est que vous allez pouvoir, encore une fois, récupérer ce genre de données, c'est-à-dire que on va pouvoir analyser, en somme, on fait ce qu'on veut à partir des données qu'on récupère, des tableaux, des graphiques qui vont pouvoir nous permettre, par exemple, de connaître quelle est la consommation par jour, si on a travaillé essentiellement sur l'alimentation globale, ou la consommation par jour de l'appareil. Et même, chose intéressante, installer tout simplement une appli sur le portable de la famille, le téléphone portable, et avec cette petite interface qui est très facilement manipulable, la famille aura directement accès à l'historique et à ses consommations. On peut le faire aussi sur un ordinateur, mais très souvent le portable est beaucoup plus souhaité et ça fonctionne bien. Hein. Donc ce système permet aussi ce qu'on appelle un EMONPI, hein, je sais que dans l'Assemblée, certains en possèdent déjà. Ici, je vous ai fait une démonstration avec une pince ampère-métrique, mais on peut utiliser, par exemple, le même appareil pour mesurer, par exemple, ici, la température. Hein. Donc, on va relier cette sonde à l'appareil que vous avez vu tout à l'heure, hein, ce petit boîtier, et on va pouvoir récupérer ensuite des données relatives à la température, à l'humidité. Souvent, le même capteur fournit ces deux données. On a aussi la possibilité de récupérer des données relatives au CO2, ce qui permet en somme de faire un tout en un, c'est-à-dire qu'avec un seul appareil connecté, on peut récupérer aussi bien des données de consommation électrique que de température, d'ambiance, d'hygrométrie, voire même de qualité d'air.
Donc c'est un système intéressant. Euh, Moi, je trouve qu'il est très pédagogique. Euh, Très souvent, j'utilise la petite appli là, directement avec les personnes, hein. Après le raccord, bien sûr, je propose de l'installer. Et les personnes sont vraiment très réactives. Et on note un meilleur suivi, hein, de leur consommation, tout du moins pendant la durée qu'on s'est fixée, hein. Souvent, on s'en sert, il faut le reconnaître, beaucoup plus pour débusquer des problèmes, mais aujourd'hui, on commence à les utiliser pour du suivi, hein, et c'est très intéressant, notamment pour aussi encourager les efforts qui sont faits par les gens, à savoir en suivi post-travaux, c'est-à-dire ce genre d'appareil va permettre de surveiller la baisse des consommations suite par exemple à des travaux d'isolation, de ventilation sur une maison. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié. J'ai essayé de tenir. Alors, il y a des petites variantes, hein. On a aussi quelquefois besoin d'utiliser des outils un peu plus spécifiques quand il y a vraiment des anomalies graves sur des installations. Je pense par exemple aux problématiques liées au chauffe-eau électrique. On va utiliser ce genre de pince qui va nous permettre, là aussi, relié à un téléphone portable, de vraiment voir les appels de courant. Mais on utilise souvent ça sur des équipements qu'on pressent défaillants, hein, c'est-à-dire qu'on prouve qui sont, bah, il va falloir soit les changer, soit les réparer. Voilà. En tout cas, moi, ce que je voulais dire, c'est que plus ces appareils, on les met à disposition des particuliers qui nous demandent de les aider dans une démarche de recherche de solutions aux dépenses énergétiques, plus on a de bons résultats. Mais il faut vraiment que les personnes, bah, se prennent au jeu. Il faut, je le dis bien, chercher avec eux où est l'anomalie. Il faut qu'ils participent et il faut vraiment qu'ils soient détenteurs de eux-mêmes de ces données et que les décisions se prennent à partir de là, pour qu'on avance réellement, quoi. Moi, on fait ça aujourd'hui, nous, depuis assez longtemps à l'ALEC, hein. On a d'ailleurs envie de continuer à aller un peu plus loin sur certaines questions, notamment la qualité de l'air, puisqu'aujourd'hui, ça commence à poser de plus en plus de problèmes. Et effectivement, les résultats sont là. Moi, j'ai énormément de bonnes réactions, notamment de la part aussi des particuliers qui font de l'auto-réhabilitation et qui ensuite nous demandent un peu de nous aider à surveiller de nouveau les consommations. Voilà. Merci beaucoup Patrick. Je vais juste mettre ma caméra pour que vous puissiez me voir. Voilà, donc bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Vous m'entendez bien Patrick? Ah là là. C'est trop fort? Oui, oui. Non, mais ça va, ça va, ça va. Alors, je vais essayer de te poser, il y a eu pas mal de questions. D'abord, concernant les consommations, enfin, tout ce qui concerne l'analyse des consommations, il y avait pas mal de questions sur les consommations. Tu disais que tu présentais à la famille les consommations moyennes pour qu'elle puisse se repérer par rapport à ce qui se passe dans son logement. Et on se demandait comment tu sensibilises le ménage là-dessus. Est-ce que tu as une grille de référence sur les consommations moyennes ou une grille d'analyse? On sait que les consommations, elles varient en fonction du bâti, de l'isolation, des usages, etc. Et du coup, qu'est-ce qui est normal ou pas? Comment vous présentez ça à la famille? Et est-ce que vous avez une grille particulière sur ce que c'est une consommation moyenne et une consommation normale? Oui, alors deux choses. Alors on a, enfin j'utilise moi des grilles, je pense, j'ai envie de dire des grilles qu'on a tous, qui sont des grilles ou des valeurs qu'on a récupérées nous sur tout un tas de docs, hein, sur lesquels on travaille. Je vous renvoie quand même à tout un tas de documents aussi qui sont édités entre autres par l'ADEME sur les consommations, entre autres des appareils électroménagers. On a quand même tout un tas de tableaux sur des sites divers et variés qui permettent là de sortir quand même. Alors le mot moyenne me gêne un peu, c'est un peu compliqué, mais on va dire des fourchettes qui nous permettent surtout avec la famille ensuite de voir si on doit être en alerte ou pas. On n'a pas la peine d'être précis, mais il faut quand même
ramener les choses, on va dire, sur quand même des valeurs médianes pour qu'on puisse situer si oui ou non les équipements qui sont utilisés sont, on va dire, entre guillemets, complètement à côté de la plaque ou à peu près en bon état de fonctionnement. On ne va pas rechercher spécialement à la performance énergétique, c'est-à-dire au milliwatt près ou autre. Là, c'est vraiment pour éviter les grosses dérives. Pour les consommations effectivement bâties, si je puis dire, c'est-à-dire chauffage, là, effectivement, on se base sur des valeurs, là encore une fois, je suis désolé, mais qu'on a tous en tête, qui nous permettent de savoir si un bâtiment, on va dire tel qu'il est, ou un logement, hein, ma foi, met en situation une famille, en mauvaise situation une famille. Un bâtiment, je ne sais pas moi, qui est à 400 ou plus de 400 kWh par mètre carré, envie de dire, si on est sur, si on a pincé un chauffage électrique et qu'on tombe sur des valeurs comme ça, on va forcément alerter la famille sur le fait qu'elle n'est matériellement pas en capacité de pouvoir se chauffer correctement. Donc voilà, moi, ce que je préconise plutôt. Pour pas tomber sur des grilles hyper pointues, il faut mieux se... Alors moi, je pense qu'il faut tout simplement se fabriquer ces outils. C'est-à-dire rechercher des valeurs, repérer aussi ce qui se passe en regardant aussi l'évolution des factures. Hein. Tout ça, bien sûr, là on n'a parlé que des appareils de mesure, mais une visite, on s'appuie aussi sur l'histoire du bâtiment ou les factures énergétiques. Enfin, il y a d'autres éléments à prendre en compte. Et juste pour finir là-dessus, souvent les moyennes qu'on a, elles sont, c'est la moyenne des ménages. Et quand c'est une seule personne qui vit dans le logement, comment vous faites? De toute façon, si tu parles chauffage, quand on a une seule personne dans un logement et alors qu'on est, par exemple, de toute façon, en gros, les consommations vont être forcément trop élevées pour elle. Donc, moi, enfin, je dis pas que j'en en tiens pas compte, mais j'en fais pas une affaire. Hein. Je vais plutôt considérer qu'elle, ou enfin la personne en tout cas, qui est seule dans un logement où, ma foi, on devrait être plutôt sur un logement occupé par plusieurs personnes, je vais considérer qu'elle est en situation défavorable. C'est plus sur une question de ressources, mais de toute façon, un bâtiment, on l'a souvent ça dans des bâtiments qui sont trop grands pour la personne parce qu'elle a peut-être pas pu faire évoluer la taille de son logement en fonction de, on va dire, de l'évolution familiale, par exemple. On a souvent ça avec les personnes âgées. Bon, ben là, on va l'interpeller aussi là-dessus, mais on va, encore une fois, les mesures qu'on a fait ou les consommations qu'on a enregistrées vont nous permettre de retravailler la situation compte tenu de ce que devrait consommer le logement et aussi compte tenu peut-être des évolutions qu'il faut apporter ou non au logement ou à la situation. Quelquefois, c'est triste à dire, mais il arrive qu'on soit plus tenté de dire à la personne qu'elle, mathématiquement, elle ne pourra pas continuer à vivre dans ce logement et à se chauffer à minima correctement compte tenu des trop grands écarts qu'il y a partout. C'est bien sur le bâti que sur la vétusté du système de chauffage, des appareils électroménagers et autres. C'est quand même assez fréquent. Juste en complément de ça, effectivement, il y a Julien Loire du CAUE 16 qui précise qu'ils avaient fait effectivement un code couleur avec des flèches, juste pour que le ménage puisse se situer. Je suis dans le vert, dans le orange ou dans le rouge. Ça rejoint ce que tu viens de dire sur c'est ça. De se dire où je suis et donc ça m'alerte ou pas. Et effectivement, on vous remettra le lien vers cette fiche qui est effectivement sur le site du rappel. Pardon Claire, je crois qu'il existe aussi sur le site du rappel un petit tableur qui avait été fait par Franck. Je vous invite aussi à l'utiliser, il est parfait. Voilà, je ne peux pas dire d'autre, il est parfait. C'est ça le réseau, il faut prendre ce que les autres ont un peu planché, puis essayer d'en faire une synthèse, et quand ça ne plaît pas, on l'oublie, mais sinon là je vous encourage quand même à aller rechercher ce tableur, il est sur, peut-être que Franck est en ligne, je ne sais pas, sinon on demandait à Franck. Alors il y avait une autre question par rapport au compteur Linky. Est-ce que tu penses que l'arrivée justement de ces compteurs va permettre un suivi précis des consommations électriques? Alors, à chaque fois on y a droit. Alors, sur la question d'un suivi pour une consommation globale, oui, mais on le faisait déjà avant. Moi, je vois pas où est la différence.
Bon, moi, je ne vois pas, puisqu'il faudra toujours que la personne, on va dire, entre guillemets, regarde ses consommations, soit au jour le jour, soit à la semaine, semaine ou autre, pour elle-même se faire un petit bilan en disant, oh là là, mais par rapport à l'an dernier ou au mois précédent, qu'est-ce qui se passe et autres. Moi, je ne vois pas ce que ça change, surtout le Linky, il apporte strictement rien sur le suivi des consommations, mais au détail. C'est-à-dire que c'est pas en regardant une courbe globale qu'on va pouvoir repérer si un appareil a un comportement, un appareil ou un équipement a un comportement, je dirais, surconsommateur. Donc pour moi, ça ne change rien, ou alors il faut à ce moment-là interpréter, mais je pense que c'est trop difficile pour les personnes, il faudrait interpréter les pics de consommation qui sont affichés par le compteur, ou qui pourraient être affichés, puisqu'il a une interface qui le permettra, moyennant paiement, bien évidemment. Donc de toute façon, moi, à l'état actuel des choses, chacun ne peut pas, avec le Linky, se faire une idée des consommations, mais au détail, ou leur évolution. Ok. Alors, plus sur tout ce qui est accompagnement des habitants, les aspects pédagogiques, tu parlais que de prêt d'équipement. Est-ce que tu peux préciser comment ça se passe? Est-ce que vous demandez une caution à la personne? Comment vous faites quand vous prêtez des équipements aux habitants? Alors, Des équipements. pardon. Alors oui, en principe, les équipements font partie de tout ce qui est pré-documentaire. C'est-à-dire que ici, que un particulier emprunte une revue, un livre, une plaquette, ou qu'il emprunte un appareil de mesure, c'est la même chose. Il y a quelques appareils de mesure qu'on ne prête pas, entre guillemets, parce qu'ils sont soit trop difficiles à manipuler, soit un peu trop fragiles, hein. Exemple, bon, une caméra thermique, on n'a pas trouvé de solution. Ceci dit, en plus, pour se servir d'une caméra thermique, il faut être thermographe et plutôt thermicien. Donc, il n'y aurait pas vraiment, il y aurait des risques, quoi. C'est-à-dire que de mauvaises choses soient interprétées, entre guillemets, c'est-à-dire des erreurs commises. Donc là, peu d'intérêt. Pour le reste du matériel, ça fonctionne comme un prêt classique. Alors moi, quand je fais les visites précarité, je le gère à part. Hein, c'est-à-dire que effectivement toute personne peut venir demander du matériel de mesure, à l'exception, j'insiste, hein, des équipements un peu précieux, on va dire précieux. Et sinon, moi en visite préca, je le gère en fonction des visites que j'ai à faire. C'est-à-dire que je vais laisser à une telle ou telle personne un équipement, à charge souvent pour elle de me le faire passer ou de me le rapporter, ou s'il y a nécessité qu'une seconde visite soit programmée avec la conseillère de FSL, effectivement c'est à cette occasion-là que le matériel est récupéré. D'accord, il n'y a pas de caution. Non, il n'y a pas de caution. Ou alors sur certains équipements qui peuvent paraître un petit peu chers. Mais je crois qu'il faut être un peu, il faut être un peu naïf. On a quelquefois, je suis pas sûr qu'on perde plus d'équipements en faisant comme ça qu'en les mettant à disposition dans d'autres espaces sur par exemple des stands ou des choses comme ça. Donc pour l'instant, moi je me suis pas trop posé la question, mais peut-être qu'il faudra qu'on se la pose si toutefois demain il fallait mettre en place un peu plus de systèmes à prêter aux gens, par exemple, notamment si on arrive, comme on le pense, à être obligé de travailler sur la question relative à la qualité de l'air intérieur dans les maisons, dans les logements, il faudra peut-être là envisager quand même à minima un système de caution, parce qu'on commence à monter un peu dans les tours au niveau prix, quoi, au niveau investissement. Mm. Ok, alors une question, ben, c'est où c'est qu'on peut trouver tous ces équipements que tu as présentés? Où c'est qu'on peut les acheter? Alors, alors j'ai pas trop le droit de faire de pub, sinon certains vont encore croire que je roule pour certaines marques. Alors, il y a la première réponse, c'est que j'avais remis au rappel, ainsi qu'au clair, une liste qui doit toujours être sur le site rappel. Hein, ce que je propose, c'est peut-être de la remettre à jour, Oui. mais la mise à jour, elle sera pas très intéressante puisqu'elle sera uniquement sur les appareils, on va dire, de mesure qui permettent un suivi des consommations, c'est-à-dire tout ce que j'ai montré à la fin, c'est-à-dire MonPi, tout ça. Autrement, pour moi, elle est à jour. Bon, je veux bien. Alors, deux choses. D'abord, que les gens se rapprochent de cette liste, hein, elle est accessible. Je crois même que j'avais mis certains prix. Oui. J'avais mis quelques fournisseurs qui étaient en mesure de répondre. Il y a plusieurs sites qui font de la vente par correspondance, hein, notamment un site qui est très connu dans le nord de la France qui est capable de vendre pratiquement 70% des appareils de mesure qui sont utilisés.
Euh, voilà. Sinon, ce que j'ai envie de dire, c'est que sur le site, je crois qu'il y a les coordonnées de l'ALEC sur la fiche qui figure sur le site du rappel. Il ne faut pas hésiter à m'appeler si vraiment vous êtes en recherche d'un équipement précis ou pour connaître le prix ou autre, hein. Alors, ceci dit, ce que j'ai montré, c'est pas unique, hein. On a des collègues qui vont utiliser, par exemple, d'autres marques ou d'autres types de clés. Par exemple, je montre encore une fois les petites clés enregistreuses là, qui sont quand même très pratiques et très pédagogiques. Il existe d'autres systèmes quasi identiques, hein, qui peuvent être acquises, qui sont souvent quand même un peu plus chères. Bon, nous, on avait un petit souci de prix, donc on les a testés et on a considéré que la précision était suffisante pour le travail qu'on avait à faire avec les personnes. Il y a d'autres marques, hein, qui font des flottes de clés. Alors, une flotte, c'est-à-dire qu'on va acheter un kit qui va comprendre un certain nombre de clés qui vont pouvoir fonctionner différemment un petit peu au niveau du rapatriement des données. Il y a une marque, entre autres, comme Oceasoft, qui propose ce genre de flotte de clés. On a des collègues, hein, qui utilisent ça, notamment en CEP, sur les ALEC. Voilà, il y a plusieurs autres appareils. Il y a des questions de prix quelquefois aussi quand même. Bon, par exemple, moi, le Qtrack, là, l'appareil que j'ai montré tout à l'heure qui permet de mesurer à la fois le CO2, la température et l'hygrométrie, bon, ben, il coûte plus de 2000 euros. Donc là, c'est un appareil où il faut être sûr, on va dire, pour l'acquérir. D'abord, je pense que moi, je ne le prêterai pas parce qu'il a besoin d'être réétalonné, donc ce sera un peu compliqué. Mais il faut être sûr d'avoir, on va dire, énormément de visites à faire et énormément de rapports à nourrir pour pouvoir peut-être investir ce genre d'appareil. Mais il existe des appareils moins chers, hein, qui sont aujourd'hui relativement, je vais dire, suffisamment précis pour être utilisables. Alors après, bon, si vous voulez quand même que je cite des vendeurs, vous avez Conrad qui vend quand même beaucoup d'appareils de mesure. Vous avez Radiospar, Spare pour les anglicistes. Voilà, il y a déjà 2 sites. Vous avez aussi Selectronic. Bon, il y a déjà 3 fournisseurs. Bon, Internet tout court, puisque vous tapez n'importe quel nom d'appareil, vous avez une flopée de revendeurs maintenant aujourd'hui qui peuvent proposer des appareils de mesure. Aurélien nous a mis le lien vers la fiche que tu avais faite, donc c'est bon, on l'a. Voilà. Il y avait une autre question sur, un peu à la marge, mais sur l'habilitation électrique. Tu as parlé de l'habilitation électrique. Est-ce que tu peux en dire quelques mots, en sachant qu'on a également fait une fiche de synthèse, hein, qui détaille un peu ça. On va vous mettre également le lien. Mais si tu peux nous dire comment ça se passe, cette habilitation. Oui, alors je vais participer à cette fiche d'ailleurs. Alors l'habilitation, ben, c'est très simple. Il suffit à l'employeur d'acheter une formation auprès d'un formateur, habilitation électrique, hein. La nouveauté qui est intéressante, c'est que depuis 2 ans, ces formations rentrent dans les financements. Enfin, c'est possible de les financer avec les fonds OPCA, donc fonds formation. Ils sont éligibles, ce qui n'était pas le cas avant. Ensuite, c'est une formation normale, hein, c'est-à-dire que le formateur, alors moi ce que je conseille, c'est de vous grouper. Nous, en région centre, on se groupe, c'est-à-dire qu'on est, par exemple, l'ALEC, 2 autres assos et, je sais pas, par exemple, un service. On va acheter une formation pour 6 ou 8 personnes, ce qui fait qu'on arrive à obtenir quand même des coûts un peu moins élevés et ça permet une meilleure prise en charge par les fonds OPCA. Il faut être vigilant parce que ces formations ne sont pas éternelles. Il y a des révisions à faire ensuite, c'est-à-dire une formation de révision, je crois que c'est tous les 3 ans. Pour être habilité à minima à placer, c'est-à-dire à poser les tors là dont j'ai parlé tout à l'heure sur les câbles, c'est-à-dire à intervenir quand même sous tension dans les armoires, il faut au minimum demander au formateur de vous faire passer l'habilitation BE mesure et souvent elle suit les formations génériques habituelles. Voilà, je rappelle que c'est l'employeur qui, après la formation, habilite le salarié. Donc il y a une attestation spécifique à remplir. Je ne sais pas ce que je peux dire d'autre. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que de toute façon, chose qu'on ignore assez souvent, c'est qu'à partir du moment où un conseiller ou un intervenant manipule chez quelqu'un un équipement électrique, voire même change une lampe sur une douille, il doit théoriquement être habilité. Ouais. Donc, alors, l'autre avantage de l'habilitation électrique, ça c'est mon point de vue en tant qu'électricien ou électronicien, c'est qu'en plus je pense que ça démystifie tout un tas de choses
que de faire cette formation par rapport à l'électricité, hein. C'est-à-dire, ça permet de mettre à l'aise les personnes qui seront ensuite intervenantes auprès des gens. Voilà mon sentiment Ok, sur la question. merci. Alors, dernière question qui est plus globale sur les visites à domicile. Est-ce que tu peux préciser quelle est la durée du diagnostic que vous réalisez et de l'accompagnement de la famille? Alors, je sais que c'est très variable, mais au moins la durée du diagnostic, enfin, si tu peux apporter quelques éléments là-dessus. Alors, pour moi, un diagnostic, il ne se fait qu'en visite à domicile, bien évidemment, mais enfin, je préfère le dire parce que quelquefois on a des surprises. Si on peut parler de moyenne, moi, je compte au moins une heure et demie euh, de visite. Et dans visite, bien évidemment, il n'y a pas que du technique, il y a énormément de temps à passer en entretien, c'est-à-dire à parler avec les personnes, à chercher ensemble des solutions, à déjà s'organiser. Pour moi, la visite, elle sera forcément suivie de tout un tas d'autres choses. Donc, la visite, pour moi, c'est un préalable. C'est là qu'on met en place, qu'on s'arrange, comment on va faire. Est-ce que vous allez mesurer ça? Est-ce que vous allez me renvoyer les résultats? Est-ce que vous allez me téléphoner? Est-ce qu'éventuellement, il faut que la conseillère repasse? Est-ce que vous avez besoin de suivi? S'il y a des travaux à envisager, il faudra forcément qu'on transmette, nous, on va dire, aux organismes qui ensuite sont chargés souvent de trouver des solutions, on va dire, sur la rénovation de l'habitat. C'est quand même relativement fréquent. Le plus gros problème, je le rappelle, c'est quand même les conditions thermiques, hein. Donc, il y a quand même. Alors moi, je vais dire en temps, on est sur une bonne heure, une heure et demie. Il faut rajouter quand même un pourcentage de trajet que je calerai à 30 minutes. Et ensuite un temps de 2 heures pour au moins faire la synthèse, rédiger le ou les documents, les envoyer à toutes les parties. Alors ça, chose importante aussi, que deviennent les résultats de nos visites, c'est qu'il ne faut pas se les garder pour soi, il ne faut pas se contenter de l'envoyer à l'éventuel opérateur qui pourrait intervenir, il faut que toutes les parties soient concernées, c'est-à-dire la personne chez qui on s'est rendu doit détenir le même document, le bailleur ou les bailleurs aussi, ou d'autres gestionnaires qui peuvent intervenir, je ne sais pas, agents immobiliers ou autres. Et ensuite, effectivement, selon la provenance, les services sociaux, quand ils sont à la demande, je pense aux services aussi communaux d'action sociale. Enfin, tout dépend après des situations. Mais enfin, l'idée, c'est que le fruit de ces visites et de ce travail soit communiqué aux parties prenantes de la situation et surtout les intéressés. Surtout les intéressés. Ok. Alors, il y a Jean-Marc Marichet qui se demande comment en fait vous rentabilisez cet investissement d'achat d'équipements de mesure, notamment les caméras thermiques, on sait que ça coûte très cher. Et donc, est-ce que vous vendez, entre guillemets, ces diagnostics techniques de mesure des consommations à dans d'autres programmes que purement les visites à domicile type Slim? Voilà. Est-ce que la LEC mène d'autres choses qui est plus rémunérateur pour valoriser cette approche très technique et avec de la mesure précise de suivi des consos? Alors, non, il n'y a pas de vente ici chez nous, en tout cas. Nous, si on parle de rentabiliser, hein, ce que je comprends dans la réflexion de Jean-Marc, c'est tout simplement que nous, une majeure partie des équipements, on va dire, et les plus coûteux, sont énormément utilisés par les autres services de la LEC, surtout le service collectivité, puisqu'on accompagne les collectivités, notamment dans le cadre des CEP, et où il y a un recours, alors pas systématique, hein, mais assez fréquent au système de mesure, notamment soit sur les suivis conso, soit par exemple sur les détections. Je pense à l'utilisation des caméras. C'est vrai qu'une caméra thermique ça coûte cher, sauf que une caméra thermique, nous, entre les périodes où elle est utilisée pour les conseillers en énergie partagée, pour le service aussi qui suit les copros, où il y a énormément besoin de faire des clichés l'hiver pour les façades de copropriété qui sont suivies par la LEC. Aujourd'hui, on en suit plus de 180. Donc, effectivement, il y a quand même chaque hiver un grand nombre de thermographies à faire. Donc, ce qui fait que nous, on arrive au global à maintenir, on va dire, si on peut parler, cet équilibre-là. Et on considère de toute façon qu'on doit du renseignement technique aux gens qu'on accompagne. Donc, on considère que c'est
un équipement nécessaire au fonctionnement du métier qu'on fait. Il n'y a pas de vente. Alors, sauf, je le dis quand même, on a essayé, nous, de, de partir, si je puis dire, sur un slim, mais je ne sais pas comment dire, la mayonnaise n'a pas pris avec le conseil départemental sur cette question, mais si ça peut répondre un tout petit peu à la question de Jean-Marc, on n'a pas pu, pour l'instant, faire aboutir. Ce serait, à mon avis, une solution, non peut-être pas de vendre, mais d'augmenter, on va dire, le potentiel de mesure pour permettre aux gens de vraiment se faire une idée plus précise de ce qui leur arrive et de pouvoir eux-mêmes se donner les moyens de faire passer l'action. Ok, super. Mais je crois qu'on est. Alors, on nous demande d'épeler le mot SLIM. Donc, le SLIM, c'est le service local d'intervention sur la maîtrise de l'énergie, qui est un programme qui est coordonné par le CLER et toutes les informations sur le site du CLER. Et je vais laisser Marie conclure puisqu'on a fait le tour des questions. Merci Patrick. Oui, merci beaucoup Patrick pour ce webinaire très riche, très dense. Alors Jean-Marc précisait que leurs EIE, les EIE du réseau Inari prêtent aussi une mallette d'équipement avec un chèque de caution pour compléter le conseil en bureau. Voilà, pour que ce soit dit. C'est donc l'heure de conclure, un petit peu en avance et c'est très bien. Le webinaire est donc enregistré, il sera mis en ligne soit demain si jamais je trouve le temps de le faire, soit la semaine prochaine parce que nous partons en AG pour le reste de la semaine, donc je ne pourrai pas le faire depuis là-bas. Il y aura un autre webinaire fin juin, début juillet pour lequel on n'a pas encore décidé du sujet, donc si jamais vous avez des envies ou de sujets qu'on traiterait ou de sujets à proposer, encore une fois, n'hésitez pas. Et puis je crois que c'est à peu près tout. Donc on vous remercie pour votre participation active et on remercie beaucoup Patrick parce que ce n'est pas forcément un sujet évident à présenter en webinaire. Voilà. Merci. Belle fin de semaine à tous et puis à très vite. Merci, bon courage à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.